Bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce webinaire dédié à la différence entre évaluation formative et sommative. Donc, je me présente, pour ceux qui me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Amandine Broussier, donc je suis experte en aptitude utilisation depuis bientôt 9 ans et j'ai accompagné une trentaine de fabricants dans la mise en place et la réalisation du processus d'aptitude, que ce soit pour le marquage CE ou l'agrément FDA et quelle que soit la classe de dispositif, donc de la classe 1 à la classe 3, de l'IVD, de l'interface numérique, de l'implantable. Et en 2024, j'ai cofondé la société Usarea, qui est une société dans laquelle nous accompagnons les fabricants dans la mise en place d'un processus d'application pour les dispositifs médicaux pour répondre aux exigences réglementaires, que ce soit pour les marquages CE ou FDA. Donc, au niveau de Usarea, ce qu'on propose comme prestation, c'est surtout des prestations donc, en aptitude à l'utilisation, donc pour assurer la conformité aux exigences CE et FDA. Des prestations en recherche utilisateur, donc pour mieux comprendre les besoins des utilisateurs et concevoir des solutions adaptées. On fait aussi de la formation en aptitude à l'utilisation, de la conception, donc de la conception plutôt d'interfaces numériques, mais aussi de documents d'accompagnement, donc tout ce qui va être notice, Quick Start Guide. Et on a aussi une partie de prestation sur tout ce qui va être autorisation de mise sur le marché pour les médicaments. Et au niveau de la typologie de produits, donc on intervient aussi bien sur du dispositif physique que sur de l'application et du logiciel, que du médicament, du diagnostic in vitro, de la documentation d'accompagnement et du support de formation. Au niveau du programme de ce webinaire, donc l'objectif au tout début, ça va être de vous présenter très rapidement ce qu'est l'aptitude et les grandes phases du processus, puis de plutôt rentrer en détail sur ce qu'est l'évaluation formative, ensuite ce qu'est l'évaluation sommative, ensuite de conclure sur la différence entre ces deux évaluations, et on aura une petite session de questions-réponses à la fin. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet Q&R sur Teams. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre à la fin. Donc, au niveau du processus d'aptitude à l'utilisation. Donc, l'aptitude à l'utilisation, pourquoi on en fait? Eh bien, tout simplement, puisqu'on a quelques articles du MDR et de l'IVDR qui exigent de faire de l'aptitude à l'utilisation, et aussi ces règlements exigent de suivre l'état de l'art. Et en matière d'aptitude à l'utilisation, l'état de l'art, ça correspond donc à la norme EN 62366 2015 amendement 1 pour tous les dispositifs médicaux et dispositifs de diagnostic in vitro. Et pour tout ce qui va être dispositifs électromédicaux, on va aussi avoir le respect de la norme EN 60601-1-6, qui est une norme collatérale en termes d'aptitude à l'utilisation. Donc, globalement, qu'est-ce que l'aptitude à l'utilisation? Eh bien, l'aptitude à l'utilisation, ça va être la caractéristique de l'interface utilisateur qui va faciliter l'utilisation et qui établit donc l'efficacité, le rendement et la satisfaction de l'utilisateur, tout ça dans son environnement d'utilisation prévu. En d'autres termes, l'objectif, c'est vraiment de comprendre comment les utilisateurs interagissent avec le dispositif médical et d'étudier l'impact de la conception. Globalement, quand on va utiliser un dispositif médical, on a trois facteurs à en prendre en compte. Le premier, le principal, c'est l'utilisateur. Qui est-il? Quelles sont ses compétences? Quelles sont ses connaissances? Ensuite, on va avoir l'environnement d'utilisation, puisque forcément, si vous utilisez un dispositif dans une ambulance, au bloc opératoire ou chez vous, c'est totalement différent et les facteurs qui vont influencer l'utilisation sont totalement différents. Il faut avoir la luminosité, le son, le niveau de stress qui vont varier. Et vous avez bien évidemment l'interface utilisateur qui a aussi son importance, puisque plus elle va être compliquée à utiliser, plus elle va être compliquée à utiliser, tout simplement. Et donc, du coup, quand vous utilisez un dispositif, l'objectif, c'est d'atteindre ce qu'on appelle une utilisation correcte, c'est-à-dire une utilisation sécurisée et efficiente du dispositif. Et ce que vous souhaitez éviter, c'est justement l'apparition d'erreurs d'utilisation qui vont mener à une utilisation non intuitive et non sécurisée de votre dispositif. Au niveau des étapes du processus d'aptitude à l'utilisation, donc si on suit le découpage de la norme 62366, on a la première phase qui est celle de spécification d'utilisation. Donc sans rentrer dans les détails, la spécification d'utilisation, c'est globalement un peu la carte d'identité de votre dispositif. Vous allez venir y définir qui sont vos utilisateurs, qui sont les patients, dans quel environnement il est utilisé. Ensuite, vous avez toute une phase d'analyse des risques. Alors, la norme le découpe en 3 étapes, je l'ai regroupé en un volontairement, mais globalement, vous allez effectuer votre analyse des risques d'usage
donc conformément à la 62366 et en lien avec l'ISO 14971. Ensuite, vous avez une phase de sélection des scénarios d'utilisation pour l'évaluation sommative, où en vous basant sur ce que vous avez identifié dans l'analyse des risques, vous allez déterminer ce que vous allez évaluer lors de l'évaluation sommative. Ensuite, vous allez spécifier votre interface utilisateur, donc vous allez définir les requirements pour concevoir votre interface. Puis, vous allez rédiger le plan d'évaluation de l'interface utilisateur, vous allez décrire les évaluations que vous allez mettre en place. Et enfin, on va arriver au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, vous allez passer à une phase d'évaluation. Donc la première qui est une phase d'évaluation formative au cours de la conception, et la seconde qui est une phase d'évaluation sommative. Donc au niveau de l'évaluation formative. Donc l'évaluation formative, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une évaluation qui est effectuée avec l'objectif d'explorer aussi bien les forces et les faiblesses de la conception de l'interface utilisateur, et qui permet également d'anticiper les erreurs d'utilisation non prévues. Dans le petit processus que je vous ai présenté, on voit bien que l'analyse des risques arrive avant ces évaluations formatives. Donc, on va se baser sur ce qu'on sait pour identifier des risques d'usage, mais potentiellement on peut en manquer, et l'évaluation formative peut venir complémenter aussi cette identification. Donc, au niveau du timing, donc quand est-ce qu'on doit réaliser une évaluation formative? Eh bien, le plus tôt possible. C'est-à-dire que l'évaluation formative, c'est vraiment quelque chose qui intervient au cours de la conception et de manière itérative. Vous commencez à développer un dispositif, vous ne savez pas si vous allez dans le bon sens, ou alors vous voulez valider que vous allez dans le bon sens, eh bien c'est l'occasion de faire une évaluation formative pour valider certains éléments de la conception. Combien vous devez en réaliser? Alors, ce que la norme nous préconise, c'est de réaliser 2 à 3 évaluations formatives, mais en réalité, vous pouvez en faire autant que nécessaire. Tout va dépendre de votre dispositif, de sa complexité, du nombre d'interfaces. C'est important d'en faire une à chaque étape importante du développement. Et au final, la décision d'arrêter de faire des évaluations formatives va se baser sur le niveau de qualité que vous estimez suffisant pour aller en évaluation sommative. Puisque bon, on va revenir dessus après, mais pour l'instant, dans l'évaluation formative, on est au cours de la conception, donc on peut modifier son dispositif, alors qu'en évaluation sommative, on arrive plutôt sur une interface finale, la version qui sera commercialisée. Donc le but, pour ne pas prendre de risques en évaluation sommative avec une interface que vous n'avez pas encore testée, c'est d'itérer le plus possible avant de figer sa conception. Et ensuite, bah, on va se demander sur quelle interface utilisateur on peut réaliser cette évaluation formative. Alors, d'un point de vue normatif, une interface utilisateur, c'est tout moyen permettant une interaction entre l'utilisateur et le dispositif médical. Cela inclut donc un produit physique, donc un robot de chirurgie par exemple, de l'application et du logiciel, mais également tout ce qui va être documentation d'accompagnement, donc notice, Quick Start Guide, carte d'implant pour les dispositifs implantables, tout ce qui va être formation, donc que ce soit des formations sur, par exemple, des PowerPoint, des vidéos, du e-learning, ça fait partie de l'interface utilisateur, et tout ce qui va être packaging et labeling. Donc, au niveau de l'interface, de l'évaluation formative, vous pouvez réaliser votre évaluation sur tout type d'interface, que ce soit du dessin, du prototype 2D, du prototype 3D, de la maquette, un draft de notice, un draft de formation. Voilà, tout ce que dès que vous avez une ébauche d'interface, vous pouvez réaliser une évaluation formative dessus. Donc la question qui se pose ensuite, c'est de savoir comment choisir la méthode adaptée. Donc au niveau des méthodes, il faut savoir qu'on va les voir juste après, mais la norme vous en propose 19. Ce qu'il faut bien penser, c'est de savoir quelle méthode je mets en place pour quel objectif. Donc là, je vous ai fait une petite sélection des méthodes en fonction de potentiels objectifs que vous pouvez avoir. Donc si par exemple votre objectif, c'est de mettre à jour l'analyse des risques, vous allez plutôt vous orienter sur une méthode comme les FMIA ou FTA, donc Failure Mode and Effect Analysis and Fault Tree Analysis, où ça va plutôt être des réunions. On va constituer un groupe de 4 à 8 personnes avec différentes expertises métiers, donc aussi bien des personnes de la qualité, de la recherche et développement, du marketing, des affaires réglementaires, du service après-vente. Et l'objectif, ça va être d'identifier les situations dangereuses, leurs causes, le dommage associé et les mesures de maîtrise de risque possibles. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que ça permet de mettre autour de la table plusieurs services et d'avoir différentes expertises. Puisque par exemple, si vous pensez à une mesure de maîtrise du risque d'un point de vue marketing, peut-être que la R&D va vous dire c'est super, mais on ne peut pas le faire, on ne sait pas le faire, ou alors ça coûte beaucoup trop cher, on peut pas mettre en place cette mesure de maîtrise du risque. Donc c'est bien de pouvoir confronter les différents points de vue. Un autre avantage, c'est que ça coûte pas cher. C'est du personnel de votre entreprise, vous vous réunissez, c'est assez peu coûteux. Et enfin, c'est assez facile à mettre en place, ça nécessite très peu de préparation. Vous prenez votre modèle d'analyse des risques,
ou quelques petits supports pour faciliter, mais globalement, vous avez très peu de préparation lorsque vous faites ce type de méthode. Les inconvénients, c'est que parfois sur les risques, c'est toujours bien d'intégrer des utilisateurs finaux. Si on prend certains dispositifs, c'est bien par exemple d'avoir un médecin présent pour vraiment déterminer quelle est la conséquence d'un risque. Je ne sais pas s'il y a un surdosage, est-ce que ça va entraîner vraiment une très grosse conséquence ou au final est-ce que c'est assez minime? Ça peut être assez difficile de se projeter si l'interface n'est pas avancée. C'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver les risques qui peuvent survenir sur un dispositif lorsqu'on n'a rien du tout. Et ça nécessite quand même d'être assez cadré pour être efficace, puisqu'on peut très vite partir dans tous les sens. C'est-à-dire que chacun peut avoir son idée, un risque en tête et le dire. Le mieux, c'est de suivre vraiment une trame où on va partir du début du processus et le défiler. Une seconde méthode que vous pouvez utiliser pour identifier les risques, c'est celle qu'on appelle PCA analysis. Donc P pour perception, C pour cognition et A pour action. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une analyse des tâches qui va être justement basée sur ces trois composantes. Ces trois composantes vont nous permettre d'avoir vraiment tout le scope d'une interaction utilisateur. C'est-à-dire qu'on va découper chacune des tâches. Donc par exemple, si je prends un stylo, aussi, on va prendre le cas d'une alarme. Donc si je prends mon alarme, au niveau de la perception, je dois détecter mon alarme. Au niveau de la cognition, je dois comprendre cette alarme. Et au niveau de l'action, je dois mettre en place une mesure pour résoudre cette alarme. Et du coup, on va vraiment s'intéresser à chaque tâche de cette manière et se dire qu'est-ce qui peut se passer d'un point de vue perception? Mon utilisateur peut ne pas détecter son alarme. Au niveau de la cognition, mon utilisateur peut ne pas comprendre ce que l'alarme signifie. Et au niveau de l'action, mon utilisateur a compris ce qui se passait, mais il ne sait pas mettre l'action en place pour résoudre ce problème. L'avantage, c'est que c'est très facile à mettre en place. De nouveau, c'est très peu coûteux et ça permet vraiment de prendre en compte toutes les dimensions d'une interaction. En revanche, de nouveau, c'est souvent difficile d'intégrer des utilisateurs finaux dans ce type de réunion et ça peut être difficile de se projeter si l'interface n'est pas avancée. Une troisième méthode que vous pouvez utiliser pour identifier des risques, c'est celle des observations. Donc vous allez tout simplement aller observer des utilisateurs qui manipulent un dispositif dans son environnement d'utilisation. Donc soit votre dispositif directement, donc là il faut avoir un petit peu avancé quand même sur la conception pour avoir un prototype fonctionnel, soit des fois vous pouvez aussi aller observer des centres et voir un peu ce qui se passe sur des dispositifs concurrents. Donc au niveau des avantages, c'est que ça permet de découvrir des comportements que les utilisateurs n'expriment pas ou qui sont difficilement reproductibles, soit lors d'un test, soit lors d'un entretien. Par exemple, les infirmiers ont des gestes tellement routiniers qu'en entretien, ils ne pensent pas à vous dire certains gestes qu'ils vont réaliser. Et pareil, des fois, quand on fait des tests utilisateurs, il y a quand même une limite de reproductibilité et de fidélité. Et là, vous pouvez passer outre. Et ça vous permet vraiment d'observer le dispositif dans un environnement d'utilisation réel et de voir l'impact des facteurs comme la lumière, le stress, les autres personnes dans l'environnement. En revanche, c'est très difficile à mettre en place, puisqu'il faut des accords dans les centres, il faut pouvoir se déplacer du matériel, avoir un prototype avancé, et ça nécessite d'observer plusieurs centres pour être exhaustif, puisque la manière dont ça se passe dans un centre ne garantit pas que ça se passe comme ça dans tous les centres. Si votre objectif, c'est plutôt d'avoir du design, de la créativité, vraiment de designer votre interface, vous allez plutôt vous orienter sur des méthodes type focus group, qui est une session de groupe animée par un modérateur. Généralement, on prend 4 à 8 participants pour comprendre leurs perceptions, leurs opinions et leurs attitudes sur un sujet particulier. L'avantage, c'est qu'on a l'émulation du collectif, puisque une personne suggère une idée, une autre personne peut rebondir dessus, et c'est vecteur de vraiment beaucoup d'idées. C'est souvent un exercice qui est très apprécié par les participants, et ça permet d'avoir une vision large, puisqu'on va avoir des participants de tout horizon, et vraiment on peut cumuler les expertises ou les visions. En revanche, les résultats peuvent être influencés par la dynamique de groupe. On a souvent le cas d'avoir des leaders d'opinion qui vont prendre un petit peu le lead, et on a des personnes plus timides qui vont se mettre en retrait. Et souvent, ça crée un petit peu une dissonance, puisqu'on va avoir les leaders d'opinion qui vont avoir tendance à beaucoup prendre la parole, et les personnes plus timides qu'on ne va pas trop entendre alors qu'elles ont forcément de bonnes idées. Ça peut être difficile également d'intégrer les utilisateurs finaux. Il faut savoir qu'un focus group, généralement, on part sur 3 heures d'atelier. Donc mobiliser par exemple un médecin pendant 3 heures, ça peut être compliqué. Et c'est souvent nécessaire de réaliser plusieurs sessions en fonction du nombre de sujets à traiter. Puisque pour pas que ça parte dans tous les sens, le focus group, on essaie quand même de traiter d'un sujet bien défini. En seconde méthode de conception, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le design participatif ou participatory design. Donc c'est un atelier dans lequel on va réunir des utilisateurs et on va leur demander d'illustrer, modéliser leur interface utilisateur. Typiquement, si vous avez
un appareil d'ophtalmologie qui nécessite un écran, un gros bloc, un clavier et une souris, et ben, vous allez pouvoir faire une modélisation, par exemple, en carton de ces éléments à taille réelle et voir si bah, vous mettez plutôt l'écran sur la droite ou sur la gauche, en dessous, au-dessus, et ça va vous permettre directement d'éliminer des pistes de conception impossibles. Donc l'avantage, bah, voilà, c'est que la modélisation physique va vous permettre une meilleure projection parce que vous pouvez rapidement identifier que des éléments ne peuvent pas être côte à côte ou que c'est impossible, par exemple, de passer la main si vous mettez l'élément juste devant. Donc ça va vraiment vous permettre d'avoir une vision rapide. En revanche, bah, c'est très bien de le faire avec des utilisateurs dits finaux, puisque forcément, c'est eux qui ont les meilleurs inputs sur ça. Donc ça peut être difficile de les regrouper en même temps. Et si votre dispositif est utilisé par différents profils, c'est nécessaire d'avoir des profils très variés en fonction de vos utilisateurs. Et donc, une autre méthode qu'on peut utiliser lors de la conception, c'est les advisory panel review. Donc en fait, on va constituer un panel de 5 à 10 personnes généralement, avec des profils assez différents, pour guider la conception du dispositif. Donc c'est un panel qu'on va créer quasiment au tout début de la conception, et à chaque étape d'itération, à faire appel à ce panel pour concevoir le dispositif. C'est très bien parce que ça permet de profiter de l'expérience des utilisateurs sur des systèmes similaires, notamment lorsqu'on est sur du professionnel de santé. Ça nous permet de se dire, bon, sur tel fabricant fait telle chose, ça fonctionne très bien, il faut remettre la même chose, ou se dire, bah, sur tel fabricant, ça ne fonctionne pas du tout, donc nous, on ne va pas du tout faire ça. Donc c'est bien d'avoir des retours d'expérience sur ce sujet. En revanche, une méthode qui ne va pas se suffire à elle-même, puisque là, vous allez avoir toujours les mêmes utilisateurs qui vont itérer avec vous en conception, donc, au bout d'un moment, ils vont devenir experts de votre système et vont perdre un petit peu en naïveté. Et ça peut être difficile de recruter des utilisateurs représentatifs, puisque si vous êtes sur un dispositif avec des profils très spécifiques, réunir votre panel à chaque fois avec 5 à 10 personnes, ça peut vite être compliqué à mettre en place. Au niveau des méthodes pour plutôt venir faire évaluer votre interface, vous avez la classique, la méthode des tests utilisateurs. Donc les tests utilisateurs, ce sont des sessions où il va demander aux utilisateurs de réaliser des scénarios d'utilisation dans le but d'identifier les forces et faiblesses de votre interface. Donc, vous allez donner l'interface à un utilisateur, vous allez lui dire, eh bien, par exemple, maintenant, je veux que tu te connectes, et vous allez observer s'il arrive à se connecter. Donc ça marche bien parce que vous pouvez le faire sur tout type d'interface. Ça vous permet d'observer l'utilisateur en interaction avec votre dispositif. Ça permet globalement d'identifier très rapidement les défauts d'utilisabilité, mais également de collecter des suggestions d'amélioration, puisque c'est une phase où vous souhaitez améliorer votre dispositif, et donc les utilisateurs vont pouvoir vous dire, bah ici, j'ai pas trop aimé, je pense qu'il vaudrait mieux faire ceci ou cela. Et l'avantage, comme je le disais, c'est que ça peut être réalisé sur des prototypes, donc vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de très avancé, très finalisé pour déjà faire des tests utilisateurs. L'inconvénient, c'est que ça peut être assez coûteux, surtout si vous intégrez des utilisateurs finaux, donc médecins ou patients vraiment spécifiques. Ça nécessite un peu plus de préparation que pour les autres méthodologies, puisque vous allez devoir définir vos consignes et faire plusieurs répétitions, et ça peut être difficile de recruter des utilisateurs représentatifs. En méthode d'évaluation, vous avez également celle des analyses heuristiques. Donc, une analyse heuristique, ça va être une revue approfondie de l'interface qui est réalisée par un ou plusieurs experts en ergonomie. Généralement, le chiffre, c'est 3 experts. Donc, les experts, ils vont passer en revue individuellement votre interface en se basant sur des critères d'ergonomie, des principes de conception et leur propre expertise pour identifier les potentiels problèmes et proposer des pistes d'amélioration. Et ensuite, ces experts se regroupent pour faire une mise en commun. L'avantage, c'est que ça permet de détecter très rapidement des défauts de conception avant de passer à une méthode plus coûteuse. Ça peut être sur de l'interface prototypée. C'est très facile à mettre en place. En revanche, ça ne permet pas de détecter toutes les lacunes de conception à elles seules, puisqu'on va, on va pas aller assez loin dans la simulation pour voir tous les défauts d'utilisabilité. Et pour certains dispositifs, ça peut être difficile de trouver une heuristique adaptée. Donc, c'est-à-dire que dans la littérature, il y a des heuristiques qui existent. Donc, en célèbre, on a celle de Bastien et Scapin, celle de Nielsen, qui sont une liste de critères à respecter. Donc, par exemple, contraste, eh bien, je dois avoir un contraste suffisant sur mon interface. Et ces heuristiques sont souvent très adaptées pour de l'interface numérique, mais un peu moins pour du dispositif physique. Et au niveau des autres méthodes. Donc, comme je le disais, vous avez 19 méthodes qui sont préconisées dans l'annexe E du guide technique 62366-2. Donc, au niveau des autres méthodes, donc le Advisory Panel Review, on l'a déjà vu. Le Brainstorm New Scenario, ça va plutôt être une méthode
où vous allez passer scénario d'usage par scénario d'usage et essayer de voir ce qui peut bien ou mal se passer. Pour la cognitive workflow, c'est un peu la même chose. Vous allez passer scénario par scénario et voir globalement comment ça fonctionne. Vous avez les revues d'experts. Donc les revues d'experts, ça ressemble un peu à ce que je viens de vous présenter sur les analyses heuristiques, où ça va être des experts en ergonomie qui vont passer en revue votre dispositif. FMEA et FTA, on les a déjà vus, focus group également. Ensuite, on va avoir la méthode des function analysis. Donc là, c'est une méthode où vous allez devoir déterminer entre le système et l'utilisateur qui va être responsable de quelle fonction. Donc qui est le meilleur pour telle fonctionnalité. Et ça va vous permettre de répartir ce que vous attribuez au système et ce que vous attribuez à l'humain. Ensuite, l'analyse heuristique, nous venons de la voir. Les observations également. La 10e méthode possible, c'est celle des entretiens utilisateurs. Donc voilà, vous allez créer un guide d'entretien et venir interviewer des potentiels utilisateurs pour savoir ce qu'ils pensent de votre dispositif. La méthode du participatory design, on vient d'avoir, celle des PCA analysis aussi. On a la méthode des simulations. Donc ça, c'est plutôt vraiment dans le cadre où votre dispositif va être utilisé souvent au bloc opératoire. On va aller simuler vraiment toute l'opération et pour observer un peu s'il y a des problèmes d'utilisabilité à ce niveau-là. Vous avez la méthode des standard review, donc pareil, qui ressemble à celle des expert review et des heuristic analysis. Là, c'est vraiment basé sur des normes très spécifiques et on va voir si vous correspondez bien aux normes de conception et d'ergonomie. En 15e, on a la méthode des questionnaires. Donc, vous envoyez des questionnaires à vos utilisateurs pour collecter des feedbacks. En 16, on va avoir la méthode des analyses de tâches. Donc là, vous allez vraiment découper votre dispositif en séquences de tâches. Par exemple, 1, je prends mon dispositif, 2, je vérifie sa date d'expiration, 3, je vérifie son intégrité, 4, je l'ouvre. Voilà, vous allez vraiment découper toute votre séquence d'utilisation en tâches. Vous pouvez soit le modéliser sous forme d'arbre, soit faire ça dans un tableau Excel. Une autre méthode qui est envisageable, c'est celle des Time and Motion Studies. Donc, c'est une méthode où vous allez chronométrer le temps mis par chaque participant pour réaliser une tâche. C'est souvent très utile si vous avez des dispositifs qui nécessitent d'être utilisés en urgence ou, par exemple, l'injection doit être faite en moins de 45 secondes si on veut que le traitement soit efficace. C'est très pertinent dans ces cas-là. Vous avez ensuite la méthode des tests qu'on a déjà vue et celle du workload assessment où là, l'objectif, c'est de venir voir ce que votre dispositif va venir rajouter comme charge de travail aux utilisateurs pour essayer de ne pas dépasser une certaine limite. Et donc la question qui se pose, une fois qu'on a choisi sa méthode, c'est de savoir avec quel utilisateur on va venir faire son évaluation formative ou ses évaluations formatives. D'un point de vue normatif, on a 2 choix. On peut prendre du personnel de l'entreprise. L'avantage, c'est que c'est très facile à recruter, ça limite les coûts, et c'est très pertinent pour des dispositifs plutôt destinés au grand public. Donc tout ce qui va être sérum physiologique, huiles essentielles, crèmes ou des choses comme ça. En revanche, ça ne permet pas de détecter toutes les lacunes de conception. Et l'inconvénient, c'est surtout que vous avez des utilisateurs qui n'ont pas des connaissances précises. Donc, par exemple, si votre dispositif est destiné à être utilisé par des chirurgiens, si vous prenez une personne de la comptabilité, elle n'a pas les mêmes connaissances que votre chirurgien. C'est un cas que j'ai déjà rencontré chez un fabricant qui m'appelle, qui me dit: «On a fait une évaluation formative, on a testé 20 personnes, ça ne va pas du tout». Ils avaient testé 20 personnes de leur entreprise et au final, on a fait l'évaluation avec des infirmiers, qui était le profil final, et les infirmiers nous ont dit: «Non, mais ça marche super bien, on ne comprend pas pourquoi il y avait des problèmes». Et c'est juste parce que le profil d'utilisateur n'avait pas été bien sélectionné. Donc vraiment, c'est très bien de prendre du personnel de votre entreprise pour des dispositifs grand public ou alors pour valider certaines certaines interfaces qui n'ont pas besoin de connaissances spécifiques. Et même si vous prenez du personnel de votre entreprise, essayez de ne pas prendre du personnel qui a participé à la conception. Si vous prenez chef de projet, vous allez avoir des résultats totalement biaisés. Allez plutôt privilégier des services comme la comptabilité ou des personnes qui n'ont vraiment pas vu l'interface. Vous pouvez également prendre des utilisateurs représentatifs des utilisateurs finaux. L'avantage, c'est que vous êtes au plus proche de la réalité et ils vont aussi vous apporter des connaissances sur d'autres dispositifs. Au niveau des inconvénients, eh bien, forcément, ça va être un coût plus élevé de recruter des utilisateurs finaux, surtout si vous êtes sur du professionnel de santé. Vous aurez des délais de recrutement un peu plus importants. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que les utilisateurs finaux que vous allez intégrer lors de l'évaluation formative, vous ne pouvez pas les recruter pour l'évaluation sommative, puisque forcément, ils sont biaisés parce qu'ils ont déjà vu l'interface, ils ont potentiellement participé à la conception, ils vous ont aidé, donc vous ne pouvez pas les utiliser lors de l'évaluation sommative. Et ce qui est important, c'est de ne pas toujours prendre les mêmes personnes
en utilisateurs finaux pour ne pas baser sa conception sur une seule personne. Puisqu'on le sait tous, surtout chez les médecins, chacun a sa vision des choses, sa manière de faire, et si vous basez que sur une personne, ça peut ne pas correspondre au reste des médecins. Moi, ce que je vous conseille au niveau des utilisateurs à recruter, c'est plutôt de faire un mix. De prendre quelques utilisateurs de votre entreprise, mais aussi des utilisateurs finaux, notamment sur les phases vraiment importantes et qui nécessitent une connaissance médicale très spécifique. Si vraiment vous faites du dispositif tout venant, restez avec les personnes de votre entreprise, ça ne posera pas de problème, en veillant quand même à ce qu'elles soient honnêtes lorsqu'elles donnent leur avis et quand elles utilisent le dispositif. Mais voilà, basez vraiment en fonction de votre dispositif. Au niveau, du coup, de la décision de s'arrêter, eh ben, c'est vraiment si vous arrêtez vos évaluations formatives lorsque le niveau de qualité est suffisant pour aller en sommative. Et le petit conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de faire une répétition de votre évaluation sommative lors d'une évaluation formative. Et du coup, avec combien d'utilisateurs faire votre évaluation formative? Eh bien, si vous partez sur la méthode des tests, ce que la norme va nous dire, c'est de prendre 6 à 8 participants par groupe utilisateur. Donc, c'est-à-dire que si votre dispositif est utilisé par des infirmiers et des chirurgiens, vous aurez par exemple 6 infirmiers, 6 chirurgiens. Pour les autres méthodes, ça va principalement dépendre de la méthode. Si on a des méthodes dites plutôt quantitatives, type questionnaire, on va avoir un échantillon beaucoup plus large, puisque le but, c'est vraiment de récolter énormément de données. En revanche, si on opte sur des méthodes plutôt qualitatives, type entretien, focus group, on va plutôt opter sur des panels plus réduits, donc des panels de moins de 10 personnes, puisque là, on veut vraiment creuser et avoir des données vraiment très qualitatives et on ne veut pas un chiffre incroyable. Donc, une question qu'on me pose souvent, c'est combien ça coûte? Et ben, malheureusement, je n'ai pas de réponse précise à vous fournir, puisque ça va être très dépendant de la méthodologie. Par exemple, un test utilisateur va coûter plus cher que de mettre en place une session de FMEA. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que vous faites. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que généralement, de ne pas faire d'évaluation formative, ça vous coûte plus cher que si vous en faites. La raison, elle est simple, c'est que si vous avez bien suivi, l'évaluation formative, l'objectif, c'est vraiment de venir améliorer la conception en intégrant des utilisateurs. Si vous faites une conception un petit peu, par exemple, bancale ou qui reste dans vos bureaux et que vous ne l'avez jamais soumis à des utilisateurs, vous allez arriver en évaluation sommative avec un dispositif qui potentiellement n'a pas été conçu pour les utilisateurs. Si votre évaluation sommative est non concluante, potentiellement, vous allez devoir recommencer tout votre cycle de développement. Et si vous recommencez tout le cycle de développement, là, ça va vous coûter très cher. Ou par exemple, même si votre sommative se passe bien, vous allez sur le marché, s'il reste des problèmes d'intuitivité ou s'il y a une mauvaise adoption par les utilisateurs de votre système, vous allez faire face à des rappels produits, des services après-vente plus élevés, potentiellement un retrait du marché, et là également, ça va vous coûter très cher. Donc, comment documenter votre évaluation formative? Une chose à faire, c'est de rédiger un protocole pour chaque évaluation. Il peut être assez léger, l'objectif, c'est vraiment de décrire quelle méthode, avec quel participant, pour quel objectif. Ensuite, une fois que vous avez fait votre évaluation, vous allez rédiger un rapport. Même s'il est tout petit, même si c'est un compte rendu, c'est bien d'avoir une trace. L'objectif, ça va être de décrire un petit peu ce que vous avez trouvé qui fonctionnait bien, puisqu'on se concentre souvent sur le négatif, mais c'est bien aussi de se concentrer sur le positif et de savoir ce qui fonctionne bien sur votre interface. Vous allez identifier les faiblesses et si vous avez identifié de nouveaux risques. Et ensuite, ce qui est très intéressant et important de faire, c'est de documenter les modifications qui vont être réalisées ou non suite à l'évaluation. Suite à l'évaluation, vous allez identifier plusieurs modifications possibles. Et du coup, il va falloir documenter si vous allez les mettre en place ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre en compte tout ce qui a été dit. Souvent, les fabricants ont assez peur. Ils se disent: «Ah, j'ai eu plein de retours, on va devoir tout modifier, tout casser». Il faut savoir que la norme ne vous oblige pas à prendre en compte ce qui a été dit pendant vos évaluations formatives. Alors bien sûr, si vous faites 20 participants et que les 20 vous dites que ça a changé, je vous conseille de le changer. Si par exemple c'est un participant sur 50 qui vous a dit de changer quelque chose, vous n'êtes peut-être pas obligé de le respecter. Et surtout, vous devez évaluer la balance bénéfice-coût de la mise en place de la modification. Et mon second conseil, c'est vraiment de penser à tout documenter. Souvent, les fabricants me disent: «J'ai pas fait de formative, on n'a rien fait du tout, comment on peut faire?» Je leur dis: «Mais vous êtes sûr, vous n'avez pas vu des médecins, vous n'avez pas rencontré des personnes?» Tout ça, ils me disent: «Bah si, on a fait plein d'entretiens». Et bah tout ça, il faut le valoriser comme évaluation formative. Même si vous le faites a posteriori, vous retrouvez des petits comptes rendus de réunion et vous les valorisez dans un rapport de formative. Donc, pour maximiser les chances de réussir vos évaluations formatives, planifiez-les le plus tôt possible. Dès que vous avez votre plan de développement, pensez à intégrer vos évaluations formatives et savoir à quel moment vous allez les faire.
Pensez à réaliser des évaluations sur vos documents d'accompagnement. C'est vrai qu'on oublie souvent la notice ou même les Quick Start Guide ou les cartes d'implant, mais elles font partie intégrante de votre interface. Donc, pensez à faire quelques petites évaluations formatives dessus. Essayez d'inclure au maximum des utilisateurs représentatifs. Essayez de réaliser une évaluation formative à chaque étape importante de votre développement. Et n'hésitez pas à faire une évaluation formative qui va être une répétition de votre évaluation sommative. En résumé, la première chose à faire, vous identifiez votre méthode, vous rédigez votre protocole, vous faites votre évaluation, vous analysez vos résultats, vous décidez des modifications à apporter ou non, et ensuite, vous modifiez votre interface et vous repartez avec une nouvelle méthode, un nouveau protocole, une nouvelle évaluation, jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau satisfaisant. Au niveau de l'évaluation sommative. Donc l'évaluation sommative, elle, c'est une évaluation effectuée à la fin du développement de l'interface qui a pour objectif d'obtenir une preuve tangible que l'interface peut être utilisée en toute sécurité. Globalement, elle intervient à la fin du développement de l'interface, juste avant la commercialisation ou avant vos essais cliniques. En général, on fait une seule évaluation sommative, mais ça peut varier en fonction du nombre de tâches et de la complexité de votre interface. Généralement, on conseille que l'évaluation sommative ne dure pas plus de 2 heures par participant. Si vous avez une interface très très complexe avec beaucoup de tâches à évaluer et que vous savez que ça va prendre 3-4 heures, le mieux c'est de la découper en 2 évaluations pour être sûr de ne pas créer de biais, puisqu'au bout d'un moment, les participants fatiguent et on voit quand même une baisse de performance aux tâches, plus le test est long. Donc sur quelle interface la mener? De nouveau, comme pour l'évaluation formative, ça doit se faire sur le produit physique ou de l'application logicielle, du document d'accompagnement, la formation, packaging et étiquette. La grosse différence, c'est que cette fois-ci, on va être sur l'interface finale de votre dispositif, donc sur la version que vous voulez mettre sur le marché. Donc, quelle méthode utiliser? Alors, d'un point de vue normatif, on a le choix entre plusieurs méthodes. Mais ce qui va se passer, c'est que dans la majorité des cas, vous allez devoir utiliser la méthode des tests utilisateurs. Si vous n'utilisez pas la méthode des tests, vous devez justifier en quoi vous ne pouvez pas réaliser de tests. Donc par défaut, c'est les tests utilisateurs. Là, on peut avoir des justifications, c'est par exemple surtout sur des dispositifs implantables où des fois on ne peut pas tout simuler. On va plutôt partir sur de la simulation, par exemple, ou de l'observation, ou des entretiens post-implantation. Mais voilà, globalement, si vous devez choisir une méthode pour votre évaluation sommative, ce sera celle des tests utilisateurs. Donc avec quels utilisateurs? Donc là, on va vraiment être sur des utilisateurs représentatifs des utilisateurs finaux. Comme notre objectif, c'est d'apporter une preuve tangible de la sécurité d'utilisation, on est obligé de prendre des utilisateurs qui seront ceux qui vont utiliser le dispositif. Pardon. Donc, il faut prendre des profils avec des caractéristiques assez variées, notamment si vous êtes sur du grand public. N'hésitez pas à prendre des profils avec des âges différents, puisque forcément, vous aurez des résultats différents si vous prenez des personnes qui ont toutes 20 ans ou des personnes qui ont toutes 70 ans, par exemple. Le sexe, ça peut. Alors, c'est rare que ça ait un impact, mais ça peut en avoir un, donc essayer d'avoir une population assez variée à ce niveau-là. Au niveau de l'expérience avec des dispositifs similaires, au niveau de l'expérience de la catégorie socio-professionnelle, essayez aussi d'avoir des variations. Et pareil, si vous avez des profils professionnels de santé, essayez de varier un petit peu quand même les caractéristiques en termes d'expérience. Ne prenez pas par exemple que des infirmiers de 25 ans, prenez aussi des infirmiers de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, avec des expériences diverses et variées. Et donc, il est bien important de bien déterminer vos groupes utilisateurs, c'est-à-dire qu'au tout début de votre phase, dans la spécification d'utilisation, vous allez devoir identifier vos utilisateurs. Et c'est le bon moment vraiment de vous poser et de savoir qui vraiment sont vos utilisateurs, puisque ça va avoir un impact sur votre évaluation sommative. Donc la question qui revient très 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 régulièrement, c'est de savoir avec combien d'utilisateurs on doit mener son évaluation sommative. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails statistiques de cette slide, mais globalement, l'évaluation sommative, vous devez la réaliser avec minimum 15 à 20 participants par groupe utilisateur identifié. La raison, elle est purement statistique, hein, c'est qu'on a ce tableau-là qui provient de l'annexe K du guide technique 62-366, qui nous dit que si on a 15% de chances de détecter un problème sur une personne, cette probabilité augmente à 91% lorsqu'on a 15 participants. Globalement, c'est si on a un risque très rare, on va le détecter que dans 14% des cas si on a 15 participants, mais dès qu'on a un risque un peu plus élevé, on voit bien qu'un risque avec 15% de chance d'être détecté pour un participant passe à 91 en termes de probabilité cumulée. Globalement, dans la norme, c'est pas écrit noir sur blanc que vous devez faire minimum 15 par test utilisateur. Ça, c'est dans le guide technique, qui donc n'est pas normatif, mais les auditeurs se basent sur les standards américains et asiatiques qui disent 15 par groupe utilisateur. Donc, je vous conseille vraiment de faire 15 par groupe utilisateur
Sinon, vous avez des chances d'avoir un rejet de votre dossier à cause de ce chiffre-là. Dans quel environnement faire votre évaluation sommative? Eh bien, dans un environnement réaliste. Donc, c'est-à-dire que si votre dispositif doit être utilisé au bloc opératoire, vous devez faire soit votre test soit dans un bloc opératoire, soit reconstituer toutes les conditions d'un bloc opératoire. Si en revanche, par exemple, c'est un dispositif pour des tout venants, vous pouvez le faire dans une salle classique de test utilisateur. Attention, quand on parle d'environnement, on parle également de conditions lumineuses. Donc, si c'est un dispositif plutôt dans l'obscurité, bah, vous allez devoir diminuer la luminosité de votre salle. En revanche, si c'est très lumineux, bah, il va falloir ajouter de la lumière. Il faut également faire attention aux conditions sonores, puisque par exemple, si on est dans un service d'urgence à l'hôpital, c'est beaucoup plus brillant que si on est chez soi tranquillement, sauf si on a beaucoup d'enfants qui jouent à côté. Il faut faire également attention aux distractions. Donc, est-ce que mon dispositif, je l'utilise seul ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent venir dans mon champ d'utilisation? Au niveau de stress, est-ce que je suis en conditions stériles, non stériles? Voilà, vous devez vraiment essayer d'avoir l'environnement le plus représentatif possible. Sinon, on peut vous reprocher d'avoir biaisé votre test puisque, si on utilise un dispositif, par exemple, d'urgence, choc anaphylactique, au calme dans une salle, on va vous dire: «Attention, il n'y avait pas assez de stress, c'est pas représentatif de la réalité». Donc comment on fait une évaluation sommative? Eh bien, la première chose, c'est qu'on va venir rédiger un protocole d'évaluation. Il faut savoir que c'est un des documents les plus importants pour votre évaluation sommative. Dans votre protocole, vous allez introduire le sujet, définir les objectifs de votre évaluation, décrire la méthodologie, donc l'environnement d'utilisation, les utilisateurs recrutés. Vous allez devoir définir les choix des scénarios que vous avez inclus dans votre évaluation, définir les tâches que vous allez demander aux participants de réaliser. Et ce qui est très important, c'est de bien définir les comportements attendus. C'est-à-dire que pour chaque tâche que vous allez demander aux participants, vous devez définir, selon vous, quelle est l'utilisation correcte de votre dispositif et qu'est-ce que vous espérez que le participant va réaliser pour valider la tâche. Donc pourquoi c'est important d'avoir un bon protocole d'évaluation? Puisque tous vos tests doivent être identiques. C'est-à-dire que le participant 1 et le participant 15 doivent avoir exactement la même chose et on leur demande exactement la même chose. Et surtout, tout ce qui va être scénario et tâches que vous allez sélectionner, c'est vraiment ce qui va vous servir de preuve de la sécurité d'utilisation. Donc si vous avez un protocole un petit peu bancal, on peut vous dire: «Vous avez peut-être mal sélectionné vos tâches, l'évaluation n'était pas réaliste, vous recommencez». Donc c'est vraiment important de passer du temps sur son protocole d'évaluation. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que lorsqu'une personne consulte votre protocole, elle doit être en mesure de pouvoir faire l'évaluation par elle-même, même si vous n'étiez pas là. Donc il faut vraiment que ce soit très détaillé. Donc, une évaluation sommative, comment ça se passe? C'est qu'on va demander aux utilisateurs de réaliser des scénarios d'utilisation. Un scénario d'utilisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une série de tâches qui va mener à un certain résultat. On va prendre l'exemple d'un stylo d'insuline, par exemple. Donc, ma première tâche, ce serait, je me saisis du stylo et je vérifie son intégrité. Ma seconde tâche, ça pourrait être, j'enlève le capuchon de mon stylo. Et la troisième tâche, c'est je viens régler ma dose d'insuline. Donc, je veux mettre 4 unités, je viens bien tourner ma molette, je mets bien 4 unités. Donc, mon interface, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va bien me délivrer 4 unités d'insuline, comme je lui avais demandé. Donc, j'ai bien le résultat que je souhaitais. Ça, c'est le cas qu'on souhaite tous avoir en évaluation sommative, où tout se passe bien, les tâches sont font de la manière dont on l'a pensé. En revanche, on peut avoir des cas où se glisse une erreur d'utilisation. Donc, si je reprends mon exemple du stylo à insuline, je prends mon stylo, je vérifie son intégrité, j'enlève son bouchon, je veux mettre 4 unités, mais malheureusement, j'en mets 8. Donc, je commets ce qu'on appelle une erreur d'utilisation. Donc, une erreur d'utilisation, ça va être une action ou une inaction de la part de l'utilisateur qui va mener à un résultat différent de celui que soit le fabricant a prévu ou celui que l'utilisateur s'attendait à avoir. Donc là, par exemple, mon erreur, c'est d'avoir mis 8 unités au lieu de 4. Ce qui va se passer, c'est que du coup, mon système, il va croire que je lui ai demandé 4 unités. Il va donc m'envoyer 4 unités. Et dans ce cas-là, je vais faire face à une situation dangereuse puisque je vais avoir plus d'insuline que ce que je souhaitais recevoir. Et donc, du coup, ce qu'on va venir observer lors de l'évaluation sommative, c'est tous les petits moments où sur une tâche, on va avoir un événement qui n'est pas celui qu'on attendait à avoir. Donc cet événement peut être soit une erreur d'utilisation, soit un close call. Donc le close call, c'est un cas, par exemple, où le participant va presque commettre une erreur. Donc si je reprends mon exemple du stylo, je prends mon stylo, je vérifie son intégrité, j'enlève son capuchon, je veux mettre 4 doses d'insuline, je commence à mettre 6 doses et au moment de m'injecter, je me dis: «Mince, j'ai mis 6, je en voulais 4». Je viens corriger mon erreur, j'en mets 4 et du coup, j'ai bien ma bonne dose d'insuline. C'est vraiment des cas qui sont importants à documenter puisque souvent, c'est votre interface qui permet de rattraper l'utilisateur d'une erreur.
Et ensuite, on va vous demander de documenter tout ce qui va être difficulté d'utilisation. Donc la difficulté, à l'inverse du close call, on va pas être dans un cas de presque rencontre d'une erreur. C'est vraiment un cas où on va exprimer de la difficulté à faire une action. Donc si je reprends le stylo, toujours, je prends mon stylo, je vérifie son intégrité, j'enlève son bouchon, et à ce niveau-là, je sais que je dois mettre 4 unités, mais je me demande comment je fais, je soupire, je m'agace, je prends beaucoup de temps à le faire, mais je mets bien mes 4 unités à la fin. Mais vraiment, ça a été difficile de le faire, j'ai mis plus de temps que les autres participants. Donc voilà. Donc c'est vraiment important d'observer ces 4 éléments, puisque c'est ce qui va constituer, c'est ce qui va vous apporter des preuves de la sécurité d'utilisation de votre dispositif. Si vous avez que des cas de correct use, alors je vous le dis tout de suite, c'est quasiment impossible de n'avoir que des correct use, on a toujours des erreurs qui apparaissent, c'est normal, c'est humain. Mais l'objectif, voilà, c'est quand même d'avoir le minimum d'erreurs d'utilisation qui ont été rencontrées. Ensuite, une fois que vous avez fait vos scénarios, vous allez potentiellement devoir réaliser ce qu'on appelle des knowledge tasks. Les knowledge tasks, c'est plutôt des tâches pour évaluer la compréhension des informations qui ne peuvent pas être observées lors des scénarios. Si forcément vous avez tous des contre-indications, des warnings dans votre notice, c'est très difficile de simuler des warnings. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un knowledge task. On va demander aux participants de lire certains avertissements ou de retrouver certains avertissements dans la notice, des contre-indications et de voir s'ils comprennent bien. Typiquement, votre dispositif ne peut pas être utilisé sur une femme enceinte. C'est bien pour le participant de comprendre au niveau de la notice qu'il ne peut pas l'utiliser s'il est enceinte, par exemple. Donc ça, c'est vraiment les cas où vous avez surtout une notice ou des documents d'accompagnement. Une fois que vous avez fait toutes ces tâches, vous allez passer à la phase de débriefing. L'objectif de cette phase, c'est vraiment de comprendre comment et pourquoi un événement a été rencontré. Donc comme je le disais, un événement, ça peut être une erreur d'utilisation, ça peut être une presque erreur ou une difficulté. Et l'objectif, c'est de savoir qu'est-ce qui a mené l'utilisateur à rencontrer ce problème. La manière de le faire, il faut le voir ça comme un entonnoir. Dans un premier temps, il faut poser des questions assez larges. Qu'est-ce que vous avez pensé du dispositif? Comment ça s'est passé? Ensuite, c'est important d'abord de leur demander si eux pensent avoir rencontré des erreurs. Il y a beaucoup de cas où les participants sont persuadés d'avoir très bien utilisé le dispositif, alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est bien de savoir s'ils s'en sont rendus compte ou non. Et ensuite, c'est à vous de revenir sur chacun des événements. Pour chaque événement que vous avez observé, vous allez revenir avec l'utilisateur dessus et lui demander qu'est-ce qui s'est passé ici, qu'est-ce qui vous a mis dans la difficulté, pourquoi vous n'avez pas réussi. Attention, il ne faut surtout pas blâmer l'utilisateur. N'arrivez pas en lui disant vous avez fait ça, c'est complètement idiot, il fallait faire ceci. Dites plutôt le fabricant s'attendait à ce que vous fassiez cette action, vous avez fait celle-ci, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Et enfin, à la toute fin, on va faire un questionnaire dit d'évaluation subjectif, donc plutôt pour évaluer la composante satisfaction du dispositif. Donc là, vous pouvez utiliser des questionnaires standardisés qui existent déjà sur tout ce qui est utilisabilité, expérience. Donc vous avez le système Usability Scale ou le User Experience Questionnaire, qui sont des questionnaires avec une liste de questions standards pour évaluer des interfaces. En revanche, assurez-vous qu'ils soient adaptés à votre dispositif. Ces questionnaires sont notamment très utilisés pour des interfaces dites numériques. Sur du physique, c'est un peu plus compliqué. Et je sais que par exemple, une des questions du SUS, c'est j'aimerais utiliser ce dispositif souvent. Quand vous avez des patients qui sont d'une pathologie assez lourde, ils n'ont pas envie d'utiliser ce dispositif souvent puisqu'ils préféraient ne pas avoir à l'utiliser. Donc essayez vraiment de choisir un bon questionnaire. Vous pouvez également en créer un par vous-même avec des échelles de Likert de 1 à 5 pour évaluer les composants. Surtout, n'oubliez pas la formation. Si lors de la commercialisation, une formation produit est prévue, alors vous devez dispenser cette formation avant de réaliser vos tests. Donc au format le plus proche possible de ce que vous allez faire post-commercialisation. Si c'est prévu en groupe, vous devez les faire en groupe. Si c'est en individuel, vous les faites en individuel. Si c'est en e-learning, vous les faites en e-learning. Si c'est en présentiel, c'est en présentiel. Vous devez utiliser les supports finaux. Donc si c'est des présentations PowerPoint, des vidéos, vous devez les utiliser. Et c'est généralement conseillé et admis et attendu d'avoir minimum 1 heure entre la fin de formation et le test. Tout ça pour éviter les effets de récence, puisque forcément, si votre participant vient de se faire former, il y a de grandes chances qu'il se souvienne exactement de ce que vous venez de lui dire juste après pour son test. Donc au niveau des données que vous allez observer, donc on va avoir les données d'observation, donc celles qui vont provenir des scénarios. Donc ça va être le comportement des utilisateurs, les correct use, les erreurs d'utilisation, les close calls, les difficultés, et tout ce qui va être débriefing. Les données subjectives, elles, vont plutôt venir du débriefing et des questionnaires. Donc là, c'est vraiment pour s'intéresser à la satisfaction. Et enfin, vous avez les tâches de connaissance qui préviennent des knowledge tasks. Donc l'étape suivante, c'est vraiment d'analyser les causes profondes de l'erreur d'utilisation. Donc pour chacun des événements qui ont été rencontrés, donc erreur d'utilisation, presque erreur, difficulté, vous allez devoir déterminer la cause qui a mené à l'événement.
Donc, pourquoi mon utilisateur a rencontré une erreur? Est-ce que c'est à cause de mon design? Par exemple, si on reprend le stylo, bah, peut-être qu'il n'y avait pas d'indicateur pour une flèche, par exemple, qui indique exactement où était l'unité. Est-ce que c'est un artefact de l'étude? Artefact de l'étude, bah, par exemple, mon participant était persuadé qu'on lui avait demandé de mettre 6 unités ou 8 unités et pas 4. Est-ce que c'était un transfert négatif d'un autre appareil? Des fois, on a le cas où sur un tel appareil, ça fonctionne d'une certaine façon. Donc, le participant, par défaut, va reproduire ce schéma sur votre appareil et va se tromper parce que vous ne l'avez pas conçu de la même manière que votre concurrent. Et donc, c'est vraiment nécessaire de vraiment compiler toutes les données et de savoir déterminer exactement quelle est la cause d'un événement. Lorsque vous déterminez vos causes, ne dites pas systématiquement artefact de l'étude, tout simplement, puisque si vous mettez des artefacts partout, l'auditeur va vous dire bah, attendez, si vous avez des artefacts, votre étude, elle était mal conçue, recommencez votre étude. C'est juste que vous avez fait un mauvais protocole. Et surtout, essayez de ne pas blâmer l'utilisateur à chaque fois. Des fois, ça peut arriver que ce soit de l'inattention de l'utilisateur. Lui-même va l'avouer en disant j'ai mal lu, j'ai lu trop vite, j'ai pas compris. Ça arrive. Mais il ne faut pas le faire pour chaque erreur, puisque ça veut dire que vous ne remettez pas en cause votre interface, mais bien l'utilisateur, ce qui n'est pas du tout dans la philosophie du processus d'ingénierie de la privatisation. Et enfin, il va vous falloir documenter votre évaluation sommative. Donc, vous allez devoir résumer la méthodologie, indiquer si vous avez éventuellement des déviations de protocole. Ça peut arriver qu'on avait imaginé quelque chose dans le protocole et on a dû le changer un petit peu à la dernière minute. Vous allez devoir présenter les participants que vous avez recrutés et en quoi ils étaient représentatifs de vos utilisateurs finaux. Pour chacune des tâches que vous avez demandé à l'utilisateur de réaliser, vous allez devoir faire une synthèse. Donc, par exemple, 13 sur 15 participants ont été en utilisation correcte, 2 sur 15 ont été en erreur d'utilisation. Et du coup, par exemple, pour ces 2 sur 15 erreurs d'utilisation, vous allez devoir analyser les causes profondes qui ont mené à ces erreurs. Et ensuite, vous allez aussi pouvoir documenter les commentaires dits plutôt anecdotiques. Donc, c'est pas forcément lié à un événement, mais des fois, on est en correct use, tout se passe bien, mais il y a quand même le participant qui va me dire bah, moi, je serais de vous, ici, je ferais plutôt comme ça, parce que c'est peut-être un petit peu confusant, et ça peut être bien pour vous de le documenter. Et enfin, vous allez conclure sur votre évaluation. Ensuite, une fois l'évaluation sommative terminée, vous allez utiliser les résultats pour réaliser l'analyse du risque résiduel conformément à votre procédure de gestion des risques. Une fois cela fait, vous allez déterminer si des modifications sont nécessaires et quels sont leurs impacts. Donc au niveau des modifications, une fois votre analyse de risque résiduel faite, vous pouvez vous dire tous mes risques sont acceptables. C'est très bien, je n'ai pas de modification nécessaire. Mais vous pouvez aussi vous dire tout est acceptable, mais j'ai quand même des choses que j'aimerais mettre en place pour améliorer l'utilisabilité de mon dispositif. Donc là, vous allez pouvoir les documenter. Et par exemple, si vous avez des risques dits inacceptables et que vous êtes sûr que vous allez devoir faire des modifications, eh bien, il faut tracer vos modifications. Une fois que vous avez identifié vos modifications, il faut vous poser des questions. Est-ce que ma modification impacte une tâche critique? Si oui, il y a de grandes chances que vous deviez refaire une évaluation sommative. Est-ce que votre modification mène à des nouveaux risques? Si oui, eh ben, potentiellement, vous allez également devoir refaire une évaluation sommative. Ça, c'est vraiment à déterminer au cas par cas en fonction de l'impact de votre modification. Ce que vous pouvez utiliser lorsque vous refaites une évaluation sommative suite à une modification, c'est d'utiliser la notion de cadrage de l'effort, dans laquelle vous pouvez faire votre évaluation sommative uniquement sur là ou les parties d'interface qui ont été modifiées. En résumé, pour l'évaluation sommative, vous rédigez votre protocole, vous faites vos tests utilisateurs, vous analysez vos résultats et vous analysez vos risques résiduels. Donc, en conclusion sur la différence entre évaluation formative et sommative, donc l'objectif principal pour la formative, on explore les forces et faiblesses au sein de la conception, on anticipe les erreurs de situation qu'on n'avait pas anticipées au tout début, et vraiment on est là pour guider la conception, pour améliorer son interface ou pour valider qu'on va dans le bon sens. L'évaluation sommative, c'est vraiment le check final, on obtient des preuves objectives que l'interface peut être utilisée en toute sécurité. Dans l'ancienne version de la norme, donc dans la version 2007, évaluation formative, on appelait ça vérification, évaluation sommative, validation. C'est peut-être un peu plus facile pour retenir, mais globalement, formative, je viens vérifier mon interface, sommative, je la valide. Au niveau des résultats, en évaluation formative, l'objectif, c'est d'améliorer continuellement son interface pour améliorer la facilité d'utilisation tout en réduisant les erreurs d'utilisation. Et la sommative, c'est vraiment, je veux des preuves que mon dispositif, si je le mets demain entre les mains de mon utilisateur, il est sûr d'utilisation. Quand? Eh bien, l'évaluation formative dès le début du processus, ce qui se produit de manière itérative tout au long de la conception et du développement, l'évaluation sommative à la fin du développement, une fois l'interface utilisateur filée pour la commercialisation ou les essais cliniques. Au niveau de la fréquence, donc évaluation formative, on en fait autant que nécessaire, au moins 2 à 3.
et on arrête quand on estime que le niveau de développement est satisfaisant et qu'on se sent prêt à aller en évaluation sommative. Et l'évaluation sommative, en général, une seule suffit, mais après, voilà, ça va dépendre si vous faites des modifications post-sommatives ou ça dépend de la complexité de votre dispositif. Au niveau de la version d'interface, évaluation formative, eh bien, toute version d'interface, prototype, dessin, maquette 3D, 2D, version draft, version avancée, tout ce que vous voulez. Et l'évaluation sommative, vraiment la version qui sera commercialisée, sans oublier ses documents d'accompagnement et ses formations, si appliquées. Au niveau des méthodes, eh bien, évaluation formative, 19 méthodes possibles, donc champ des possibles assez large. Entretien, observation, test, évaluation heuristique, tout ce que vous souhaitez. Évaluation sommative, principalement des tests utilisateurs, sauf des cas vraiment spécifiques. Au niveau des profils, donc évaluation formative, donc personnel de votre entreprise, participants représentatifs des utilisateurs finaux, et évaluation sommative, eh bien là on sera sur des participants représentatifs vraiment des utilisateurs finaux, Et enfin, en fonction le nombre d'utilisateurs, donc pour l'évaluation formative, si vous êtes sur des tests 6 à 8 par groupe, pour les autres méthodes, ça va vraiment dépendre de la méthode que vous allez employer. Pour l'évaluation sommative, minimum 15 à 20 participants par groupe utilisateur. Au niveau des coûts, eh bien, l'évaluation formative, ça va dépendre de la méthode utilisée. L'évaluation sommative, généralement, c'est quand même, on peut l'estimer à la phase la plus coûteuse du processus d'actualisation, tout simplement puisque vous avez un certain nombre d'utilisateurs à recruter et en fonction des profils pour le recrutement, ça peut vite monter et être assez cher. Comment maximiser vos chances de réussite pour vos évaluations, qu'elles soient formatives ou sommatives? Je vous conseille de surtout réaliser des tests à blanc, notamment pour les évaluations sommatives. Donc, n'hésitez pas à faire des pré-tests de votre évaluation pour voir si tout est prêt, si tout se passe bien, si au niveau timing, tout fonctionne bien. Notamment si vous êtes par exemple sur de l'interface numérique, pensez à bien peupler vos données, à créer des comptes. Si la première tâche, c'est de s'identifier, mais que vous n'avez pas créé de compte associé, et votre test tombe à l'eau. Donc, c'est important de vérifier tous ces éléments. Surtout, anticiper le recrutement, surtout pour des populations très difficiles à recruter. Si c'est un chirurgien du rachis, par exemple, c'est plus difficile à trouver qu'un infirmier, Donc vraiment essayer d'anticiper cette phase de recrutement. Pensez vraiment bien à l'environnement d'utilisation et tous les facteurs qui peuvent l'impacter. Assurez-vous que la formulation des tâches est adaptée à la population. Si vous faites des tests sur enfants, adolescents, forcément, vous n'allez peut-être pas utiliser le même langage que sur un adulte. Donc n'hésitez pas à créer 2 protocoles différents dans ces cas-là, ou alors un même protocole mais avec des consignes différentes en fonction du profil utilisateur, puisque les enfants peuvent avoir du mal à comprendre certains mots que vous allez pouvoir utiliser. Surtout, guider le moins possible les participants lors de vos évaluations. Ne minimisez pas l'importance des évaluations formatives. Comme je vous le disais, souvent les coûts sont plus chers quand on n'en fait pas plutôt que quand on en fait. N'oubliez pas vos documents d'accompagnement puisqu'ils font partie intégrante de votre interface. Surtout, lorsque vous faites une quelconque évaluation, pensez à faire signer des consentements de participation. Au moins pour que le participant vous donne son accord de participer, mais aussi vous pouvez avoir des consentements de confidentialité, surtout si votre dispositif n'est pas encore sur le marché. Et si vous filmez les sessions, même si vous enregistrez les voix, pensez à faire des consentements de droit à l'image. Et pour tout ce qui est professionnel de santé, surtout n'oubliez pas que tout doit se faire dans les lois, dans le respect de la loi anti-cadeau et de la déclaration de transparence, qui aussi allonge les délais de recrutement, donc vraiment anticiper ces cas-là. Donc maintenant, je vous propose une phase de questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses. Bon, apparemment, personne n'a de questions. Parfait. Du coup, c'était très clair, c'est parfait. Donc niveau timing, je pense qu'on est quasiment pile poil en plus, donc c'est parfait. Je vous enverrai l'enregistrement de la présentation ainsi que le PowerPoint par, alors donc les alors donc il y a une question qui est de savoir si les revues d'experts informatifs peuvent être faites par des utilisateurs finaux. Alors généralement, les revues d'experts, on conseille quand même de les faire par des experts en ergonomie, tout simplement puisqu'ils ont un peu plus de recul, sur la méthodologie et sur, les éléments à observer. Mais vous pouvez tout à fait demander à des utilisateurs finaux de regarder votre interface et de voir si, selon eux, quels sont les points problématiques, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui se passe mal.
pouvez tout à fait prendre des heures finaux pour ça, sans se baser sur des critères précis d'ergonomie, mais pour avoir leur feedback sur votre interface. Donc on a Laurence qui a une question. Alors du coup, on a aussi une autre question intéressante qui est de savoir si les profils utilisateurs tels que les personnes responsables de la maintenance ou du transport doivent participer aux évaluations. Alors c'est une question très intéressante. Donc il faut savoir qu'au niveau de l'utilisation, on doit prendre tous les cycles de vie du transport à l'élimination. Donc les transporteurs, les personnes en charge de la maintenance vont faire partie de vos utilisateurs. En revanche, on va plutôt les considérer comme utilisateurs secondaires du dispositif. Donc, par exemple, pour tout ce qui est transport, je n'ai jamais vu de personne conduire d'évaluation sommative sur des transporteurs, puisque souvent vous avez des accords aussi à respecter. Il y a des contrats qui sont émis entre la société de transport et vous. Donc, souvent, les transporteurs, on ne les prend pas trop en compte. En revanche, la maintenance, si vous avez des risques d'utilisation associés au profil en charge de la maintenance, et que ce sont des risques assez élevés, assez critiques pour le dispositif, vous pouvez être amené à devoir faire une évaluation sur ces profils. Souvent, on a des ingénieurs biomédicaux ou des choses comme ça qui sont en charge de la maintenance. Là, vraiment, ça va être à peser en fonction de vos risques d'utilisation. Si vous avez des risques qui ne sont pas du tout critiques pour l'utilisateur, donc par exemple un défaut de maintenance ne va pas mener à une conséquence grave pour le patient, souvent vous pouvez vous en affranchir. En revanche, si vraiment une erreur de maintenance peut mener, on va prendre un petit cas un peu dramatique, mais à la mort du patient, là par contre, vous allez potentiellement devoir intégrer votre personnel de maintenance. Donc vraiment, vous faites ça en fonction de votre analyse des risques. Mais effectivement, il faut prendre en compte quand même ces cycles de vie et se poser la question de savoir si on doit faire des évaluations au niveau de ces profils. Donc, ensuite, on a une question de Laurence qui nous demande si Charles par groupe, c'est par spécialité ou par groupe d'expérience. Donc on va plutôt être par spécialité. Donc c'est-à-dire que si par exemple demain, votre dispositif implantable, sur l'implantable, souvent on a le médecin qui va implanter, on a les infirmiers. Dans ce cas-là, on va avoir les infirmiers qui vont plutôt être responsables de tout ce qui va être ouverture des packaging, distribution du matériel stérile, préparation, et le médecin qui, lui, va vraiment être en charge de l'opération. Dans ce cas-là, on a bien deux groupes utilisateurs distincts. On va avoir le groupe chirurgien, le groupe infirmier, et ce n'est pas une question d'expérience, c'est vraiment sur une question de tâche. Donc les groupes utilisateurs, on va vraiment les distinguer en fonction de leurs connaissances. Est-ce que leurs connaissances ont un impact sur l'utilisation du dispositif? Est-ce qu'ils ont des tâches différentes avec le dispositif? Si oui, s'ils ont des tâches bien distinctes, là, vous allez avoir plusieurs groupes utilisateurs. Si par exemple, la différence est juste de se dire je prends un médecin qui a 15 ans d'expérience versus un médecin qui a 35 ans d'expérience, là, vous n'avez pas besoin de faire deux groupes de 15. Vous allez pouvoir les inclure dans le même groupe utilisateur. Donc un seul groupe de 15, mais si par contre ils ont vraiment deux profils métiers totalement différents et des tâches avec le dispositif différentes, là, vous allez devoir créer deux groupes utilisateurs. Parfait, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Eh bien, si personne n'a d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. En tout cas, merci à tous pour votre présence et vous recevrez le PowerPoint, le support par mail dans la journée. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une bonne journée.